Chers téléspectateurs, bonsoir. La première partie de notre série, La guerre américaine pour les ressources, présente un document portant le titre « La doctrine de la guerre irrégulière de la flotte de guerre américaine ». Le document donne un aperçu de la carte du monde avec ce qu'on peut appeler un croissant d'instabilité. Celui-ci définit les pays qui, premièrement, possèdent les plus grandes réserves stratégiques du monde, et deuxièmement, les pays dont Washington aimerait s'approprier et contrôler les abondantes ressources. Mais la doctrine de la guerre irrégulière de la flotte de guerre américaine, mentionnée ci-dessus, n'est pas le seul document, loin de là, qui atteste la guerre américaine pour les ressources mondiales. Le dénommé « Projet pour le nouveau siècle américain », en abrégé PNAC, un laboratoire d'idées néoconservateurs américains, dénonce aussi les buts américains. L'un d'eux serait d'imposer son contrôle total sur cette terre, sur les énergies, surtout sur le pétrole. Car, comme le disait jadis le politologue américain et ancien politicien Henry Kissinger, celui qui contrôle le pétrole contrôle le pays. L'exemple de la Russie montre clairement que ce but du contrôle américain global sur les énergies ne concerne pas que le croissant d'instabilité mentionné ci-dessus. En Russie aussi se déroule une guerre acharnée au sujet des ressources, comme nous l'expliquerons dans ce qui suit. Après le déclin de l'Union soviétique en 1991, le temps était propice pour s'approcher des ressources russes. Il en était ainsi lorsque le premier président russe, Boris Eltsine, de 1991 à 1999, a entrepris la privatisation et la liquidation des entreprises étatiques, l'industrie de l'aluminium, l'exploitation du pétrole et du gaz jusqu'à l'extraction du charbon, etc. Ce sont les riches oligarques russes, ceux qui y coopèrent encore aujourd'hui avec les forces financières et économiques occidentales, qui ont accaparé à bas prix ces entreprises étatiques. Cela a permis aux entreprises occidentales sous M. Eltsine d'extraire du pétrole et du gaz russe et de les acheminer par des pipelines occidentaux en Europe. Lorsque Vladimir Poutine est devenu président en 2000, il a annulé cette privatisation de l'industrie de l'énergie entreprise sous Eltsine et il l'a de nouveau nationalisée. C'est aussi la principale raison pour laquelle Poutine est continuellement dénigré et pour laquelle on essaye par tous les moyens de provoquer un coup d'État. Cependant, la Russie ne se laisse pas si facilement abattre dans cette épreuve de force à propos des énergies russes. Après que l'État russe a rapatrié le groupe pétrolier Yukos, qui avait été racheté et privatisé par l'oligarque Mikhail Khodorkovsky, la Russie aurait dû payer une indemnisation aux anciens propriétaires. C'est ce qu'avait statué un jugement de la Cour de justice internationale de La Haye. Cependant, le tribunal constitutionnel russe a avisé mi-juillet 2015 que les indemnisations ne devaient pas être payées. Le droit russe serait situé au-dessus du droit international, a argumenté le tribunal. Il y a également une guerre violente en ce qui concerne le débouché du gaz naturel russe. Sur ce point, Washington n'a jamais fait de mystère sur son intention de reprendre le débouché européen à l'entreprise de gaz naturel russe Gazprom. Cela en mettant la pression politique sur ses acheteurs, par exemple l'Ukraine ou la Bulgarie. C'est ainsi que le projet de gaz South Stream a échoué, parce que la Bulgarie sous pression américaine s'est opposée à ce projet. South Stream devrait transporter du gaz russe en Europe sans passer par l'Ukraine. Suite à cela, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une déviation gréco-macédonienne, le projet nommé Turkish Stream. Le pipeline doit être posé depuis la Russie sur le fond de la mer Noire, en passant par la Turquie et jusqu'en Grèce. De là, le gaz doit aller par un centre de distribution en Macédoine, en Serbie et en Hongrie. La Maison-Blanche essaye maintenant toutefois d'influencer ces pays qui coopèrent étroitement avec Gazprom pour empêcher le projet Turkish Stream. Début mai 2015, le ministre grec de la réforme structurelle a dit que le délégué à l'énergie du ministère des Affaires étrangères américain avait déclaré, lors d'une rencontre, que les Américains n'accepteront pas le projet Turkish Stream. Et on a aussi offert une alternative aux Grecs s'ils se désengagent du projet Turkish Stream. Dans ce cas, ils auraient de meilleures chances de surmonter leur crise et de trouver des investisseurs occidentaux. Mais Washington a d'abord échoué dans sa tentative de mettre la pression sur le nouveau gouvernement grec, ce qui a tout de suite eu les conséquences suivantes.
Le président Barack Obama a retiré son ambassadeur à Athènes à cause de son travail peu efficace. Mesdames et messieurs, l'émission suivante montrera comment le gouvernement américain essaye par tous les moyens, également en Europe, d'acquérir le contrôle des énergies. La Russie doit être évincée du marché européen et ainsi être affaiblie économiquement. La lutte pour se saisir des ressources russes continue. Nous verrons bien jusqu'où le gouvernement américain ira cette fois-ci pour provoquer un changement de régime en Russie. Comme nous l'avons relaté dans plusieurs émissions, beaucoup de choses font craindre un conflit militaire avec la Russie. Dans la partie 3 qui viendra bientôt, la question sera de savoir dans quelle mesure la crise grecque est aussi en rapport avec une guerre pour les ressources. Je me réjouis de pouvoir de nouveau vous saluer sur Klagmor TV. Bonne soirée.